Ça fait 8 ans que je veux un enfant. Et ça fait 8 ans que je fais fausse couche sur fausse couche. On est quand même blessé, on est écorché. J'ai fait 13 fausses couches en à peu près 4 ans et demi. On est deux, on pleure et puis on attend que ça se finisse. C'est difficile psychologiquement, c'est difficile physiquement. Quand je croisais des femmes très enceintes, je me mettais à pleurer sans raison. Une grossesse sur 4 se termine par une fausse couche et une femme sur 10 sera confrontée à cette épreuve au cours de sa vie. C'est un phénomène plutôt courant mais qui reste pourtant toujours tabou. J'ai pu m'entretenir avec 2 femmes qui ont vécu des arrêts de grossesse et toutes les 2 dénoncent un manque cruel d'accompagnement psychologique et notamment de la part du personnel soignant. On m'a dit assez froidement le cœur est arrêté, qu'est-ce que vous voulez faire? Tout de suite dans les 5 minutes, il faut décider est-ce qu'on va attendre que notre bébé parte naturellement? Est-ce qu'on doit prendre les médicaments? Est-ce que c'est un curetage? Et on n'est pas du tout préparé à ce genre de choix tout de suite à faire. C'est la première raison de consultation aux urgences gynécologiques, les fausses couches. Donc c'est pour les soignants extrêmement banal. Pour la femme, le couple qui le vit, ça n'est pas banal, c'est un drame personnel, intime, à chaque fois. Pour aucune des fausses couches, j'ai été bien prise en charge. Déjà, il y a un gros manque de formation sur ce qui est un parcours difficile de PMA. Ma fausse couche de 2019, où je suis arrivée un dimanche à l'hôpital, je saignais beaucoup, donc je savais qu'il y avait un énorme souci. Et je suis tombée sur une sage-femme et en lui expliquant mon parcours, je me rendais compte qu'il y a plein de termes qu'elle ne connaissait pas, comme par exemple le terme grossesse biochimique, elle ne savait pas ce que c'était. Donc j'ai dû lui expliquer ce qu'était une grossesse biochimique. Et j'ai pas été bien prise en charge parce qu'au moment où elle a décidé de me faire l'échographie, elle m'a annoncé très froidement que la grossesse était arrêtée. Elle m'a dit textuellement, je ne vois pas d'embryon, je vois que des résidus. Ces personnes qui travaillent dans les services sont au bout d'un moment déshumanisées. Je crois qu'elles ne savent même plus pourquoi elles ont choisi ce métier. On m'a dit que mon bébé était un amas de cellules, que très violemment il était désagrégé. Il n'y a vraiment pas de considération. J'ai ressenti que pour eux c'était pas un bébé. Pour moi c'était vraiment mon bébé. Je me voyais tout de suite dans 9 mois, il sera là. Et quand on nous annonce l'arrêt du cœur, on se retrouve dans la salle à attendre une échographie avec les mamans qui sont vraiment enceintes à ras-bord. On entend des monitorings, donc en fait il y a un défaut là-dedans, c'est de mélanger vraiment le côté gynécologique entre toutes les femmes. En fait, on se retrouve dans la salle d'attente avec les futurs parents et nous, on pleure, on nous regarde un peu de travers, on se demande pourquoi on pleure, pourquoi on est si mal, alors qu'on est en service gynécologie, en service maternité, quoi. J'ai passé 10 heures seule dans les couloirs avec plein de femmes enceintes qui passaient devant moi pour accoucher. J'ai rarement ressenti un tel malaise, en fait. C'est pas grave, j'ai 40 ans, j'ai les épaules larges, j'en ai vu d'autres. Mais la petite gamine de 20 ans qui arrive et qui est en train de perdre son bébé, mais je crois qu'elle ne se remettrait jamais d'un tel événement, en fait. Je crois qu'elle ne se remettrait jamais d'une telle prise en charge. C'est tout simplement honteux, c'est pas humain. On n'a pas d'intimité pour avoir cette annonce et avoir un deuil finalement à faire dans la foulée, quoi. J'ai dû attendre 5 heures dans un couloir à l'hôpital, aux urgences, et on m'avait interdit d'aller aux toilettes. Donc en gros, j'étais allongée, les gens passaient, je souffrais énormément. Et donc j'ai pas eu d'intimité. J'ai tout ressenti, ce qui se passait, je pouvais pas me lever, donc c'était assez désagréable, on va dire. Beaucoup de femmes qui vivent des arrêts de grossesse témoignent quand même de violences gynécologiques et obstétricales. Il y a vraiment des choses à repenser dans le parcours de soins. Pour certaines femmes, elles vont développer par la suite des syndromes de stress post-traumatique, donc voilà, des symptômes, des choses qui sont sérieuses, qui nécessitent des prises en charge spécifiques et particulières. Et les soignants n'étant pas assez informés, ils n'orientent pas aussi vers ces prises en charge spécifiques. J'ai eu 3 grossesses arrêtées et une grossesse extra-utérine. Et on ne m'a pas proposé de parler à quelqu'un. En plus de ces mauvaises expériences à l'hôpital, certaines femmes avouent avoir eu du mal à obtenir un arrêt de travail. On ne nous le propose pas, on vient de faire la fausse couche, parfois on l'a fait même au travail et il faut continuer, c'est très très dur d'avoir un arrêt médical. Personne ne peut aller travailler pendant une fausse couche, je veux dire, on a des contractions comme si on allait accoucher, on perd des litres de sang, on ne peut pas nous laisser aller travailler dans cet état-là. Aujourd'hui, beaucoup de femmes qui vivent ça vont quémander chez leur médecin un arrêt parce qu'elles saignent énormément et elles sont en incapacité
possibilité de pouvoir aller travailler et elles se retrouvent en situation de devoir quémander quelque chose qui parfois leur est refusé en plus. Il y a tellement de femmes qui racontent qu'elles ont évacué sur leur lieu de travail, dans les toilettes, dans des conditions qui ajoutent là aussi de la souffrance et de la difficulté. Et ça, c'est pas normal. Les 3/4 du temps, j'avais pas du tout d'arrêt de travail. Il y a même eu une fois où ça s'est passé directement pendant mon service. Et il a fallu tenir. Psychologiquement, c'était arrivé à un niveau épuisant. Il y en a qui ont besoin de vivre ça tranquillement chez elles, d'avoir un petit peu de temps avant de retourner dans la société, de parler avec des gens sans pleurer. Ça devrait être automatique. Le mois dernier, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi pour un meilleur accompagnement psychologique et un arrêt maladie sans jour de carence. Cette levée de carence devrait intervenir au plus tard, le 1er janvier 2024. L'évolution de la loi, c'est une bonne chose. Déjà parce que c'est une reconnaissance de ce que vivent les femmes, qu'il n'y a rien de faux dans tout ça, que ça existe. Dans le projet de loi, il y a cette question, en effet, d'organiser un parcours de soins spécifique, de former davantage les professionnels. Après, ça pose la question concrètement comment tout ça va pouvoir se mettre en place. Ça nécessite de l'argent, des fonds, et on sait qu'aujourd'hui, l'hôpital n'en a pas assez. L'hôpital public manque cruellement de moyens. Ce que j'ai vécu au début mars dans ce service d'urgence gynéco, il y avait une femme qui était allongée par terre, personne ne l'a mise sur un brancard, c'est nous qui l'avons fait. Pour que la prise en charge soit meilleure, ça doit commencer par là. Arrêter d'ausculter une femme qui est en train de perdre son bébé à côté d'une femme qui accouche. Il faudrait peut-être dédier, entre guillemets, une pièce pour les arrêts de grossesse. Dans ce que racontent les femmes de la manière dont elles sont prises en charge dans les structures hospitalières, c'est qu'il n'y a pas cet espace pour pouvoir dire c'est douloureux pour moi. Voilà, je viens de perdre un enfant ou un potentiel d'enfant, ou mon rêve de devenir parent dans les mois à venir. Voilà, les quelques conseils que je pourrais donner. Tout d'abord, de trouver le bon interlocuteur. Si on ne se sent pas écouté, si on ne sent pas sa parole reconnue par son médecin, ne pas hésiter à changer de médecin, de professionnel, de sage-femme, etc. Donc trouver le bon interlocuteur, de prendre du temps pour soi, c'est un événement qui est difficile, douloureux. Et si on sent qu'on a besoin d'aide, que ça ne passe pas, que ça envahit un peu d'autres dimensions de sa vie, ne pas hésiter à aller consulter. Elles peuvent être très inquiètes, très angoissées lors d'une grossesse ultérieure. Donc là, c'est important de ne pas rester avec ces angoisses-là. Voilà, quelques consultations peuvent vraiment amener de l'apaisement. Donc voilà, n'hésitez pas.